Je vais pas trimballer du cochon toute ma vie avec toi, hein. À son nom. À son nom. Tu vas pas te taire, t'es fou, non? C'est toujours intéressant de constater qu'il y a des films qui ont, auprès de certaines personnes, une fausse réputation. On en trouve des plus ancrés dans la tête des gens que celles d'aujourd'hui, mais tout de même, je constate que pas mal de monde voit La Traversée de Paris comme une comédie dramatique à la rigueur. Mais non. Alors, malgré le contexte de l'occupation, c'est pas aussi déprimant qu'Amour, on se rassure. Mais c'est majoritairement un drame avec, certes, des pointes de comédie. Ça, de toute évidence, c'est dû à... Mais j'anticipe les étapes, là. Commençons par le début. Nous sommes à la fin des années 40, le succès populaire des romans, nouvelles et bientôt des pièces de théâtre de l'écrivain Marcel Aimé est incontestable. Beaucoup de ses écrits seront adaptés à l'écran avec succès, comme Clérambard, Le chemin des écoliers, Le passe-muraille, Uranus... Et moi-même, une partie de son œuvre a fait partie de mes lectures d'enfance. Histoire vraie, je me souviens, alors que j'avais peut-être 10 ans, avoir pas mal lu en cachette Les Contes du Chat Perché le soir, à l'heure où j'étais censé dormir. En 1947, il publie un recueil de nouvelles, Le Vin de Paris, dans lequel se trouve une nouvelle, Traversée de Paris. Une nuit, durant l'occupation, deux hommes, Martin et Grand-Gilles, entreprennent à pied la traversée de Paris pour livrer un cochon découpé dans des valises. Marcel Aimé était déjà l'auteur d'un plaidoyer durant l'occupation où il s'indignait de l'obligation du port de l'étoile jaune pour les juifs et sans prendre de gants, donc au mépris de sa propre sécurité. Oui, on peut dire qu'il a posé ses bollocks sur le bureau là. Article censuré par les autorités allemandes, mais distribué malgré tout, plus officieusement. Plusieurs de ses écrits font état de l'attitude des Français durant l'occupation, et c'est également le cas pour la traversée de Paris. Ce qui n'empêchera pas, après la guerre, d'être ouvertement contre l'exécution de l'auteur antisémite Robert Brasillach. La même année où l'écrivain refuse la Légion d'honneur, 1949, Claude Autant-Lara acquiert les droits de sa nouvelle. Claude Autant-Lara, un des cinéastes majeurs du cinéma français des années 30 à 60, qui a masse de succès, dont beaucoup adaptés de succès littéraires. À l'aide de ses collaborateurs Pierre Bost et Jean Orange, qui ont écrit la majorité de ses films, il écrit l'adaptation de la nouvelle de Marcel Aimé. Le ton est quelque part entre le drame et la comédie. Ce qui pose problème, c'est la fin. Ils ont beau faire, l'histoire de base est formidable, mais adaptée, ils ne trouvent pas la chute convenable. Autant-Lara ne veut pas commencer tant que ce n'est pas bon. Il met le projet de côté le temps de trouver une fin satisfaisante, tourne quelques films, dont le culte L'Auberge Rouge, puis quelques années plus tard, reprend le projet, mais les producteurs n'en veulent pas. En substance, c'est... Non mais c'est quoi cette histoire de cochon, Vous êtes ridicule. Oh et puis la guerre est finie, ça suffit, Alors il commence sa propre traversée de Paris, des bureaux des producteurs en l'occurrence, pour en trouver un qui soit intéressé. Il finit par trouver avec la société Franco-London Film, mais aussi des fonds italiens avec Continentale Produzione. Un film en couleur, ce qui en 1956 ne va pas de soi, car c'est encore cher, mais il a un budget de 200 millions d'anciens francs, un franc de l'époque valant 2 centimes d'euros actuels. Ah oui, soudain c'est moins impressionnant. Il a des fameux comédiens en vue, une bonne histoire, on peut déjà sentir l'odeur du succès. Mais bien vite, les problèmes reprennent. Autant-Lara souhaitait une fin fidèle à celle du roman. Problème, son producteur, Henri Deutschmeister, tient à une fin moins sombre, et c'est lui qui a le dernier mot. On y reviendra. Le casting va poser un problème plus important. Si le choix de Jean Gabin pour le rôle de Grand-Gilles fait l'unanimité, le personnage de Martin va poser problème. Quand il travaillait sur l'adaptation plusieurs années avant, Autant-Lara pensait à Bernard Blier pour ce rôle. Mais entre-temps, Bernard Blier avait grossi et ça n'allait plus. Non, Twitter, c'est pas la grossophobie. Non, là je suis désolé, faut être juste. Martin, c'est un chauffeur de taxi fauché en 1943, soit 3 ans d'occupation, soit rationnement depuis 3 ans, soit perte de poids. Logiquement, il fallait quelqu'un de plus mince. Alors oui, depuis quelques années, Gabin aussi avait déjà commencé à prospérer, mais son personnage est aisé, il peut se procurer de la nourriture plus facilement. Bref, Claude Autant-Lara, pour remplacer Bernard Blier, pense à Bourvil. Alors évidemment, le fait qu'il soit mince n'est pas la seule raison. Au contraire, il faut lui reconnaître que le cinéaste a vu ce que beaucoup de monde n'avait pas encore vu, que Bourvil était un acteur complet capable de tout jouer. Selon beaucoup de monde, le producteur Henri Deutschmeister était contre, mais selon Autant-Lara, non, du moins dans un premier temps. Il s'en est étonné, mais il était d'accord tant qu'en face il y avait Gabin, qui était pratiquement une garantie de succès au box-office. Avec Bourvil en face, pas la même stature, mais dont la notoriété avait explosé depuis quelques années, c'était mieux. Bourvil lui-même est à la fois ravi, à la fois incrédule qu'il puisse être en vedette sur un pied d'égalité avec Gabin, et un peu intimidé d'être face à lui. Mais c'est là que Marcel Aimé intervient. Pour lui, Bourvil, c'est synonyme d'opérette et de comédie médiocre. En mars, il écrit une lettre à Autant-Lara où il descend Bourvil en termes assez forts. Vous savez aussi bien que moi que Bourvil est l'opposé du rôle, et je ne dis rien de ses qualités d'acteur. J'entends bien qu'il s'agit maintenant de faire commercial à tout prix et de tourner la chose en grosse guignolade, mais je ne crois même pas que ce soit là un bon calcul. Bourvil pourra y aller de toutes ses bonnes ficelles dans le rôle de Martin, il ne sera qu'insignifiant.
Il avait déjà dû accepter Bourvil dans le rôle de Léon Dutilleul dans l'adaptation de son livre Le Passe-Muraille en 1951. On n'allait pas lui faire le coup 2 fois. Bon, et effectivement, le film Le Passe-Muraille, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas nécessairement la faute du Bourvil. Bon appétit. Merci. Mais le pire, c'est que cette lettre, Marcel Aimé, il l'a fait passer dans la presse. Charmant. Bourvil lui-même n'est pas ravi, mais il ne s'en épanche pas et reste silencieux. Et donc, là, le producteur s'oppose à Bourvil aussi, vu la franche opposition de Marcel Aimé. Il a peur que ça se répercute sur le succès en salle. Mais autant Lara y tient, et a tout de même 2 atouts dans son jeu. Jean Gabin, qui a un droit de regard sur ses partenaires. Et Gabin a répondu tout de suite, bah, si j'ai Bourvil pour jouer avec moi, je signe tout de suite. C'était gentil ça, hein? Vous savez que ça lui plaît pas que je vous raconte tout ça, hein? Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Mais aussi, la société de producteurs de Deutschmeister n'est pas des plus florissantes alors. Or, objectivement, indépendamment de sa qualité, le film a un potentiel commercial qui pourrait redresser ses finances. Le producteur accepte finalement, mais il racle sérieusement sur le budget. De 200 millions de francs, c'est ramené à 80 millions pour garder Bourvil. 60% de diminution, ça fait mal. Du coup, pour faire des économies, au revoir la couleur, entre autres. Ce qui n'est pas forcément un mal. Niveau décor, ça signifie aussi beaucoup de studios. Le chef décorateur Max Douy a tiré un résultat plutôt convaincant du système D. Les silhouettes des monuments sont littéralement en carton. On sent une attirance pour l'expressionnisme dans ces travaux. Et donc, le noir et blanc rend, je trouve, le tout plus inquiétant. Le tournage du film démarre le 7 avril 1956 et s'étendra jusqu'à juin, majoritairement au studio France Studio à Saint-Maurice. Ambiance sérieuse, car autant Lara est connu pour être un réalisateur exigeant, voire orageux, colérique... Chiant, j'ai le droit, non ? Heureusement, Gabin dans sa deuxième carrière, j'imagine que pas grand monde n'osait trop l'affronter frontalement. Du coup, ça rend leur relation assez tendue. Mais le dirigisme d'Otan Lara permet à Gabin de briller et de ne pas être trop une caricature de lui-même. Vous savez, le patriarche bougon et taiseux qu'il va être dans trop de films à l'avenir. Bourvil, lui, était apparemment très studieux, justement, intimidé au départ par son prestigieux partenaire. Si les films ne sont que très rarement tournés dans l'ordre chronologique, c'est partiellement le cas ici. La première scène qu'ils tourneront ensemble sera celle de la première rencontre des personnages. Mais la relation entre Bourvil et Gabin sera très bonne. Ils déambuleront sur un trottoir mobile pendant des semaines. Ah bah oui, c'est des décors, donc on n'y pense peut-être pas, mais il fallait bien un faux trottoir, et selon l'agencement des rues, pouvoir donc le déplacer. Il y aura quand même un tournage en extérieur pour la scène finale sur laquelle on reviendra, et quelques scènes tournées au musée Jacquemart-André. Mais donc, ce film. Autant Lara veut montrer la face sombre de la France sous l'occupation, et il lui insuffle dès le début une certaine causticité. La guerre est là, avec les images d'archives de soldats défilant sur les Champs-Élysées, pourtant accompagnées d'une musique gaie, et la première image véritablement filmée pour le film est celle d'un sans-abri jouant la Marseillaise au violon, et il y a un soldat allemand qui lui donne une pièce. Voilà, je crois que le ton du film est clair d'emblée. Donc, en 1943, Martin est un ancien chauffeur de taxi au chômage qui s'est lancé dans le marché noir pour survivre, mais son acolyte s'est fait arrêter. Et on rappelle très vite à ceux qui n'auraient pas connu cette époque à quel point les restrictions pouvaient être importantes. Le patron d'un bistrot refuse un bout de savon à Grand-Gilles pour se laver les mains. À quel point le pays était divisé aussi, comme on se méfiait de tout le monde, et à quel point on se méfiait de la maréchaussée. La police, c'est la police, ils font leur métier. Allons, Dédé, reste tranquille. Un sale métier. Et le marché noir aussi alors, c'est pas une honte? S'il y en avait pas du marché noir, avec quoi tu te laverais les mains? Mariette, la femme de Martin, repère Grand-Gilles dans un bistrot. Il se lave les mains alors que les gendarmes recherchent un voleur de charbon. Martin propose donc à Grand-Gilles, qui lui est pourtant inconnu, de l'accompagner pour sa tournée de cette nuit. Comme je l'ai dit, transporter 4 valises pleines de porc à l'autre bout de Paris. Violer le couvre-feu donc. Ils doivent aller le chercher chez un épicier, joué par un comédien plutôt anonyme. Haha, qu'est-ce qu'on se marre. C'est sans doute la scène du film la plus connue, c'est vrai, et peut-être une de celles qui a donné à tort cette image de comédie, la présence de De Funès, ce dernier n'ayant tourné pratiquement que ça dans sa carrière, des comédies. Et la présence du duo Bourvil-De Funès, 3e fois sur 5 qu'ils partagent un film, contrairement à la croyance populaire. Mais c'est vrai que c'est leur première interaction importante. De Funès à l'époque n'était qu'une valeur montante, une petite vedette. Il faudra encore attendre 1 an pour qu'on lui confie un premier rôle, et 8 ans pour vraiment exploser. Mais il est déjà très talentueux, et c'est un habitué des personnages veules, colériques, voire au crapule en un mot. Il est dans son élément, sauf que, être face à Gabin et Bourvil, il veut se faire remarquer. Or, pour le % qui ne le sait pas, vu comme la scène est culte, Grand-Gilles fait chanter Jambier contre une forte augmentation de la prime pour transporter le cochon. Pour le convaincre, contrairement à l'épicier et Martin qui, eux, ont peur, Grand-Gilles crie, comme insensible au fait que ça risque de rameuter les Allemands. Sur le plateau, De Funès donne tout alors. Le script indique que ça crie après tout, forçant Gabin à surenchérir, à crier comme un malade pour faire plus fort encore. Jambier! 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 Ta gueule!
La scène est devenue culte en partie à cause de ça. Mais si vous ne l'avez pas vu ou pas depuis longtemps, ne vous y trompez pas, De Funès a un rôle secondaire malgré tout dans le film. Il a 3 scènes. La première où il tue le cochon. Bon, question bien-être animal, par contre ce film, il a fallu 8 cochons pour la scène. Il ne supportait pas longtemps la lumière des projecteurs. Donc chaque matin, il y avait un boucher voisin qui livrait un nouveau cochon au studio. Cochon qui était abattu le soir même. Bref, donc, De Funès à la première scène du cochon, la scène avec Gabin, certes plutôt longue, et une scène en fin de film. Or, on remarquera que de nos jours, les jaquettes du film en DVD, Blu-ray, mettent De Funès en avant malgré peu de scènes. C'est fréquent avec lui d'ailleurs que les éditeurs, pour mieux vendre certains vieux films, le mettent en gros, même s'il n'apparaît pas tant que ça. Si vous prenez les rééditions du Gentleman d'Epsom, un des derniers films qu'il a tourné avant que sa carrière n'explose, aujourd'hui il a une place plus importante sur la jaquette alors qu'il a un temps de présence secondaire. Or, comme vous voyez, le rôle principal c'est encore Gabin, je veux dire c'est pas comme si t'avais aucun autre nom prestigieux. Mais je m'éparpille. Donc, Grand Gilles se révèle être comme amusé de la situation, et assez antipathique, pas autant que dans le livre, mais tout de même. Commence une expédition nocturne où l'intérêt est triple. D'abord, les échanges entre Martin et Grand Gilles. Entre la bonne écriture et le jeu des comédiens, on ne s'ennuie pas. Gabin, c'est Gabin. Tu peux faire ce que tu veux, il est magnétique. Franchement quoi, quand est-ce que tu l'as vu mauvais, Gabin? Si en plus tu lui donnes un personnage facilement odieux, quand il s'y met à jouer vraiment l'odieux, forcément, il attire tous les regards. Quant à Bourvil, il campe un pauvre type dans tous les sens du terme, mais genre tous. Pauvre au premier degré, pauvre type dans le sens assez mauvais et jaloux envers sa femme, qui subit et s'écrase devant tous les autres, et lâche de surcroît. Et il est aussi bon dans tous les registres. L'intérêt vient ensuite de l'atmosphère. Ce soi-disant Paris nocturne, sans bruit, ça fait vraiment baigner le film dans une ambiance fantastique. Et puis, troisième intérêt, le danger reste à chaque coin de rue. Les soldats allemands, la police française, d'autres gens violant le couvre-feu et d'autres surprises. Et donc, l'attitude pour le moins imprudente de Grand Gilles, qui semble vouloir mettre en exergue toute la saloperie humaine de la période. Du coup, vu leurs caractères différents, certains parlent de buddy movie. Bon déjà je trouve ça un peu réducteur, mais un des corollaires des buddy movies, c'est souvent que les deux types finissent par s'apprécier. Or, si Grand Gilles semble avoir une certaine sympathie pour Martin à force, ce n'est pas réciproque. Je veux dire, à aucun moment on ne sent qu'ils deviennent amis, qu'un éprouve de la gratitude pour l'autre, non. Ce film symbolise une lutte des classes à tous les étages. Grand Gilles est en réalité un peintre riche et coté, pas un petit peintre en bâtiment quoi, qui concrètement fait une partie de JDR. Pour un soir, il joue le trafiquant. Il s'amuse aussi à tester son compagnon en lui proposant de garder la marchandise, et balance son mépris à la gueule de qui le mérite selon lui. Salaud de pauvre. Il peut profiter de son statut d'artiste réputé auprès de l'occupant, quand l'autre, qui fait partie de la plèbe, il peut être au besoin déporté. Ça nous mène à la fin d'ailleurs. Voilà, c'est la zone spoiler, mais si vous n'avez pas vu ce film, franchement, ça fait 65 ans, vous attendez quoi? Dans le livre, quand Martin se rend compte que Grand Gilles, c'est un peintre réputé qui s'amuse, il est furieux, il le poignarde. La revanche du prolo contre la bourgeoisie. Bon, cela dit, revanche, il finira fusillé, Claude Autant-Lara y tenait à cette fin, mais donc, comme je l'ai dit, ça a été non. Du coup, la conclusion, véritablement tournée à la gare de Lyon à Paris, des années après la guerre, alors que Grand Gilles s'est longtemps demandé si Martin n'était pas mort en déportation, il se croise sur le quai d'une gare, en vitesse, Martin encore porteur de valises. Alors Martin, toujours les valises? Ah oui, celles des autres. Pas totalement happy end, si ce n'est qu'au moins les deux sont vivants. Une fin moins tragique c'est sûr, qu'Autant-Lara n'aura jamais appréciée. Après, j'avoue que j'aime bien cette fin malgré tout. Peut-être le fait qu'il n'y a pas de belles retrouvailles. Honnêtement, quitte à aseptiser, on aurait pu tomber dans le pathos facilement, Mais non, Martin reconnaît à peine Grand Gilles. Il est toujours présenté comme un pauvre type, et ils ont tout juste le temps d'échanger 3 phrases. C'est un petit côté doux amer, pas dégueu en fait. C'est la fin de la zone spoiler. Enfin quand même quoi, 65 ans, sérieux, Bref, ce film, c'est l'instantané d'une époque. Mis à part l'épilogue, tout se déroule en une seule soirée, et le film est assez court. Il ne dure qu'un peu plus d'1h20. Bien que le deuxième acte, la traversée en elle-même, soit le plus long, ce n'est pas si long que ça ce périple. La narration est resserrée, franchement, je ne m'ennuie pas un instant devant ce film. Qui a une mise en scène sobre, malgré quelques partis pris intéressants. C'est sombre et cynique, vraiment très bien écrit et très bien joué. Mais si oui, il y a des moments plus drôles, non, ce n'est pas déprimant, mais ce n'est absolument pas une comédie. Le film est projeté en avant-première à la Mostra de Venise à la fin de l'été 56. Bourvil, resté en France, persuadé que Gabin l'aurait, se voit décerner la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine. Un peu gêné de l'avoir soufflé à son ami, mais bon, vu son aura, sa carrière et ce qui lui reste à accomplir en 56, on va pas le plaindre non plus le Gabin. Un film important pour la carrière de Bourvil, qui lui a donné une certaine légitimité. La traversée de Paris sort en salle le 26 octobre. Les critiques sont très bonnes et il détonne un peu parmi le paysage français de l'époque. Depuis 10 ans, dans les films parlant de la France sur l'occupation, tout ce qui était trafic, marché noir, voire collabo dans nos fictions, c'était léger. Cette fois, on l'aborde un peu plus frontalement. Et pourtant, pas autant que dans le livre, clairement.
Et comme prévu, la réunion Gabin-Bourvil fait un tabac. Avec 4 900 000 entrées, ça le place 4e plus gros succès du box-office de 1956. Et depuis, c'est devenu culte. Mieux encore, Marcel Aimé va faire amende honorable et dire que La Traversée de Paris était la meilleure adaptation jamais faite de son œuvre, mais de plus admettre avoir fait une erreur, et dire qu'il a trouvé Bourvil tout à fait remarquable. On n'est pas plus gentleman. 3 ans plus tard d'ailleurs, Claude Autant-Lara fera une autre adaptation de l'auteur, La Jument Verte, encore avec Bourvil. La Traversée de Paris est clairement mon film préféré de ce réalisateur. Oh et oui, je le dis parce que sinon je l'aurais en commentaire, je sais que dans les années 80, il a tenu des propos antisémites. Ça la fout mal quand tu réalises plusieurs films dénonçant l'attitude des Français durant la guerre, c'est certain, mais bon, je vais pas en parler plus que ça. Car oui, plusieurs films. En 1969, il a fait un film assez proche, Les Patates, avec Pierre Perret, pourquoi pas, transportant dans une valise sous l'occupation, cette fois, des patates. Même si la partie périple est finalement assez courte. La fin en tout cas est plus proche du livre La Traversée de Paris. En 1994, le film a été colorisé avec l'accord du réalisateur. Pour la première fois, en couleur. La Traversée de Paris, pour la première fois en couleur, ce soir 20h45 sur TF1. Et ayant vu cette version il y a quelques années, faut dire que la télé balance question choix de la version diffusée, je maintiens que je trouve ça mieux en noir et blanc, ça a une vibe assez particulière. Et la couleur ça ne modernise pas en fait, ça fait plutôt ressortir le côté artificiel de certains décors. Donc je confirme, je vous conseille plutôt la version noir et blanc. Voilà, et avant de nous quitter, le 45 rue Polimo. Désormais, c'est une brasserie, et tant qu'à faire, elle profite de la notoriété du film. Oui, elle s'appelle La Traversée de Paris.